Dans la guerre en Ukraine, la bataille pour Donetsk a été une guerre d'usure acharnée qui dure depuis des mois. Chaque affrontement dans la bataille coûte des dizaines de vies des deux côtés, mais aucun camp n'a pris l'avantage. Mais la situation a changé. Les forces ukrainiennes ne se contentent plus de défendre ou de céder du terrain aux Russes. Ils franchissent la ligne et reprennent leur pays, village puis ville. Voici comment l'Ukraine prend d'assaut les défenses russes et renverse la dynamique en sa faveur. Des rapports récents confirment que l'Ukraine a libéré plusieurs villages dans le corridor stratégique de Pokrovsk-Dobropilia, infligeant de lourdes pertes aux forces russes. Il ne s'agit pas seulement de reprendre quelques villages. La stratégie actuelle de l'Ukraine cherche à prendre l'avantage à un moment clé, alors que l'issue de la guerre et les termes d'un accord de paix sont en jeu. Par exemple, lors des opérations de libération du village de Souketska, la 82e brigade d'assaut aérien indépendante d'Ukraine a affronté une force russe relativement réduite qui patrouillait dans la région. Au total, 44 soldats russes ont été tués, 8 blessés et 9 capturés. Le commandement ukrainien a décrit l'opération comme rapide et sans compromis, contrastant fortement avec l'offensive russe, longue et aux gains territoriaux minimes. Souketska n'est pas une victoire isolée. En octobre, les forces ukrainiennes ont libéré un village à 30 km, au nord de Pokrovsk. Au total, après l'avancée soudaine de 7 miles de la Russie début août, l'Ukraine a repris 9 villages dans la région et en a sécurisé 9 autres contre les groupes de sabotage russes. Chaque village repris représente un élément crucial de l'architecture défensive de l'Ukraine, étendant sa portée effective et privant la Russie de zones clés pour préparer de futures attaques. Mais l'ampleur de la contre-offensive ukrainienne devient vraiment évidente lorsqu'on examine la situation opérationnelle dans son ensemble. Au 26 octobre, les forces ukrainiennes ont libéré 72 miles carrés de leur territoire et ont également nettoyé 94 miles carrés supplémentaires du secteur de Pokrovsk de la présence russe. Pour illustrer, cela équivaut à libérer une zone de la taille de Washington, district de Columbia en 10 jours. Le bilan humain pour les forces russes a été dévastateur. Au cours de ces mêmes 10 jours, l'armée ukrainienne rapporte avoir éliminé 1756 soldats ennemis, y compris les tués, les blessés et les capturés, et détruit 75 pièces d'équipement militaire. En prenant du recul sur les 2 mois depuis la stabilisation du secteur par l'Ukraine le 21 août, les chiffres apparaissent vraiment stupéfiants. Plus de 15 700 pertes de personnel russe et 1364 pièces d'armement et d'équipement détruites sont rapportées. C'est plus que ce que certains pays possèdent dans toute leur armée permanente. Concernant l'équipement, les forces ukrainiennes auraient détruit 36 chars russes, 121 véhicules blindés de combat, 162 systèmes d'artillerie, 5 lance-roquettes multiples, 447 véhicules, 592 motos et quads ainsi qu'un véhicule à usage spécial. Le dernier point ici est notable, car les motos et les quads font partie de la tentative désespérée de la Russie d'utiliser des véhicules civils bon marché pour la mobilité de l'infanterie, en raison du coût élevé ou de l'inefficacité des transports blindés. Dans une guerre de plus en plus dominée par les systèmes sans pilote, les forces ukrainiennes ont détruit 4689 drones russes dans ce secteur. Certaines pertes en matériel sont irrémédiables pour la Russie. Prenons les chars par exemple. Bien que les rapports diffèrent énormément, certains analystes suggèrent que la capacité de production de chars de la Russie se situe autour de 300 à 400 chars par an. Ces chiffres incluent la production de nouveaux chars ainsi que la remise à neuf d'anciens chars. Détruire 36 chars en 2 mois sur un secteur, alors que la Russie en fabrique ou rénove 34 par mois, rend ces pertes stratégiquement importantes. La situation à Pokrovsk reste disputée mais se stabilise car le 25 octobre, près de 30% des 181 affrontements sur le front se sont concentrés autour de la ville. Alors que les forces russes ont réussi à installer environ 200 soldats dans la ville, ils sont en réalité piégés dans un véritable champ de mort urbain. Les combats à l'arme légère et les opérations intensives de drones se poursuivent. Cependant, les contre-sabotages ukrainiens empêchent systématiquement les Russes d'avancer ou de consolider leur position. À chaque tentative de consolidation ou d'avancée des forces russes, les drones et l'infanterie ukrainiens les repèrent, puis les éliminent. Récemment, on a aussi observé que les forces russes utilisaient davantage de véhicules blindés lors des assauts. Il s'agit d'un changement marqué par rapport aux tactiques axées sur l'infanterie qui se sont révélées si coûteuses, mais ce changement donne des résultats tout aussi médiocres. Du 20 au 25 octobre, les forces russes ont lancé 41 assauts, soutenus par des blindés sur toute la ligne de front.
Le 25 octobre, dans le secteur de Pokrovsk, les forces ukrainiennes ont détruit un véhicule blindé et 2 motos, ainsi qu'un autre véhicule blindé de combat dans le secteur voisin de Balaon. Selon certains bilans, presque tous les véhicules russes engagés dans ces assauts ont été détruits. Pour comprendre l'importance des avancées ukrainiennes, prenons du recul et regardons le contexte stratégique. Pokrovsk et Dobropilya sont les piliers du réseau de défense de Donetsk, leur avenir pouvant décider du contrôle régional pour des décennies. Moscou a affirmé vouloir occuper toute la région de Donetsk, l'un de ses principaux objectifs de guerre. Il ne s'agit pas seulement de contrôler le territoire, mais des véritables motivations derrière cette action. Extraire ressources et personnes de ces régions, pour les objectifs à long terme de la Russie. Le contrôle total de Donetsk permettrait à la Russie d'affirmer avoir atteint son objectif de libérer le Donbass à majorité russophone. La majorité des habitants se déclarent ukrainiens par culture et nationalité. Cela offrirait à Poutine une victoire narrative dont il a désespérément besoin, tant sur le plan national qu'international, alimentant encore davantage sa propagande intérieure. Il existe aussi un aspect militaire plus concret. L'infrastructure industrielle de Donetsk, bien qu'elle soit fortement endommagée, représente toujours une valeur économique significative. Surtout, une occupation totale offrirait à la Russie des frontières défendables, correspondant aux limites qu'elle a annexées illégalement. Pour Moscou, Donetsk est essentiel pour consolider ses acquis et instaurer un conflit gelé à ses conditions. Et Pokrovsk se trouve au cœur de cette ambition. Les analystes occidentaux considèrent Pokrovsk comme une porte d'entrée vers les zones les plus fortement fortifiées encore aux mains de l'Ukraine, dans la région de Donetsk. Situé à un carrefour routier, Pokrovsk possède aussi un nœud ferroviaire régional desservant tout le Donbass côté ukrainien. Pire encore, cela veut dire que les lignes d'approvisionnement peuvent aussi fonctionner à l'envers. Si les forces russes la contrôlent à Pokrovsk, elles pourront plus aisément nettoyer le reste de Donetsk. Cela pourrait permettre des avancées vers Dnipro et Zaporizhia, risquant de faire perdre à l'Ukraine le contrôle du sud-est. C'est pourquoi la Russie a tout misé sur Pokrovsk. La ligne de front s'étend sur plus de 600 miles en Ukraine, mais près de la moitié des récents assauts auraient eu lieu vers Pokrovsk-Kourokovo. Une précédente analyse des cartes militaires de Deep State en août indiquait que la Russie comptait assiéger Pokrovsk en l'encerclant par le nord, le sud et l'est. Les tentatives continues de sabotage et d'infiltration ne sont qu'un autre moyen pour la Russie d'essayer de prendre pied dans la ville. Les récentes libérations de villages contredisent cette tactique. Maintenant, retournons la situation et voyons pourquoi Pokrovsk et Dobropilya sont absolument essentiels pour la défense ukrainienne. Ces villes agissent comme des multiplicateurs de force, élargissant la portée opérationnelle de l'Ukraine à toute la région. Dobropilya, à 21 km au nord de Pokrovsk, est un point d'ancrage nord-clé du réseau de défense ukrainien. Contrôler Dobropilya permet aux Ukrainiens de garder une couverture d'artillerie et de drones sur les routes et rails essentiels à la Russie. Toute avancée vers Pokrovsk sans Dobropilya. L'Ukraine ne peut plus menacer la logistique russe, laissant Pokrovsk isolé et vulnérable à un siège progressif. Ce n'est pas qu'une question de géographie. Pokrovsk, Dobropilya, elles constituent essentiellement une zone défensive à soutien mutuel. L'artillerie positionnée à Dobropilya peut couvrir les approches de Pokrovsk, tandis que les forces à Pokrovsk peuvent leur fournir un appui-feu pour Dobropilya. Cela crée des champs de tir croisés qui rendent toute avancée russe exponentiellement plus coûteuse. Et la gare ferroviaire de Pokrovsk est essentielle. Elle permet de déplacer rapidement troupes, munitions, carburant, matériel lourd et fournitures médicales dans le Donbass. Si l'Ukraine perd le nœud ferroviaire de Pokrovsk, sa capacité à maintenir des opérations défensives à travers Donetsk sera considérablement réduite. Les ravitaillements, autrefois acheminés en quelques heures par train, prennent désormais des jours par camion sur des routes visées par l'artillerie et les drones russes. Tant que l'Ukraine contrôle Pokrovsk et Dobropilya, elle peut projeter sa force à travers Donetsk. Pendant ce temps, les opérations de drones peuvent atteindre plus profondément le territoire occupé par la Russie, et l'artillerie peut interdire les lignes d'approvisionnement russes. Les systèmes de guerre électroniques peuvent perturber les communications russes sur un front plus large. Pokrovsk, Dobropilya, étendons la bulle défensive ukrainienne à toute la région, empêchant toute consolidation du contrôle russe. En même temps, perdre l'une de ces villes pourrait signifier en perdre une autre rapidement, et le reste de la région suivrait. C'est pourquoi la Russie a été prête à sacrifier un nombre catastrophique de soldats pour capturer Pokrovsk, et pourquoi l'Ukraine a été tout aussi déterminée à la défendre à tout prix. C'est pourquoi les récents rapports sur les Russes près de Pokrovsk sont si dévastateurs pour la rhétorique autour de la défense ukrainienne.
Cela montre que l'Ukraine est de plus en plus désespérée dans sa tentative de ne montrer aucune faiblesse, quelle qu'elle soit. En même temps, cela met en évidence à quel point chaque village de la région est important. Chaque victoire force les troupes russes à changer de tactique et à battre en retraite, et cela soulage un peu la pression sur les forces de nos armées ukrainiennes. La libération récente de Souketska-Kucherovia et d'autres villages montrent la capacité de l'Ukraine à exploiter l'échec russe cet été. Chaque village repris représente un territoire coûteusement conquis par la Russie, mais perdu car l'offensive de Moscou a échoué avant d'atteindre ses objectifs. La Russie a trop avancé avec des forces insuffisantes et voit maintenant ses gains disparaître sous la pression ukrainienne. Le moment choisi rend cela particulièrement dévastateur pour la Russie. Ces pertes surviennent alors que Moscou doit montrer des avancées, pas des échecs. L'offensive d'été était censée être décisive. Au contraire, cela s'est révélé être un nouvel échec russe que l'Ukraine utilise comme impulsion pour ses opérations. Cela se reflète dans la géopolitique plus large entourant le contrôle du Donbass, ou l'absence de celui-ci. Ce qui aide l'Ukraine à transformer cet élan, c'est la toute dernière de leurs innovations, les drones. La production de drones ukrainiens a augmenté de 900% au cours de l'année écoulée. La production mensuelle est passée de 20 000 drones à l'été 2024 à 20 000 actuellement. Et il ne s'agit pas simplement d'une augmentation des mêmes anciens drones vus à la première personne que nous avons vus en 2023. L'Ukraine fabrique des systèmes avancés, dont des drones à fibre optique résistants à la guerre électronique russe. Des systèmes intelligence artificielle autonomes et des drones d'attaque longue portée pouvant frapper des cibles en Russie. Mais surtout, l'Ukraine produit activement la majorité des drones qui sont devenus le système d'armes emblématique de cette guerre. En se détachant des approvisionnements occidentaux pour les drones, l'Ukraine est devenue au moins partiellement indépendante, tout en parvenant à préserver ses capacités de défense. Ainsi, ils permettent à l'OTAN de fournir des systèmes reposant surtout sur les avantages techniques des complexes militaro-industriels occidentaux établis, comme les chars, l'artillerie, les avions et les missiles. Pour soutenir cet essor de la production tout en restant hors de portée des frappes russes, l'Ukraine a établi des partenariats de fabrication avec des pays de l'OTAN. La Roumanie, par exemple, a annoncé des plans pour produire conjointement avec l'Ukraine des drones défensifs destinés à être utilisés par les deux pays ainsi que par d'autres alliés de l'OTAN. Le Danemark a aussi suggéré que les fabricants ukrainiens partagent leur production avec lui, et non seulement sur leur territoire. Dans le même temps, le Danemark a suggéré que l'Ukraine pourrait vendre certains de ses drones et conceptions les plus avancés à l'OTAN, ce qui aiderait à stimuler son économie et lui permettrait de recevoir du matériel de l'OTAN en échange équitable, plutôt que sous forme de dons ou dans le cadre d'un prêt. Cette indépendance renforce la position de l'Ukraine lors des négociations, prouvant sa résilience et permettant à Kiev de poursuivre le combat malgré les pressions extérieures. Maintenant, examinons le côté russe de l'équation, car la situation devient de plus en plus sombre. Moscou fait face à un ensemble de crises interconnectées concernant la main-d'œuvre, l'économie et le moral, qui sont fondamentalement intenables. Commençons par l'absence des soldats eux-mêmes. En septembre, Vladimir Poutine a ordonné la plus grande conscription en Russie depuis 9 ans, recrutant 135 000 hommes de 18 à 30 ans. Cela fait également suite à une conscription de printemps de 160 000 hommes, la plus élevée depuis l'automne 2011. La Russie se dirige également vers une conscription toute l'année à partir de 2026 remplaçant le système saisonnier actuel. Mais ces chiffres montrent le désespoir, non la force. Bien que la Russie ait recruté des centaines de milliers d'hommes, elle fait toujours face à de graves pénuries de main-d'œuvre. La Russie n'a pas vraiment besoin de soldats au front, ayant près d'1 million d'hommes prêts à envoyer contre l'Ukraine. La Russie manque de soldats fidèles qui ne déserteront pas ou ne mourront pas dès la première attaque. En 2025 environ, 70 000 soldats russes, soit 10% des forces en Ukraine, devraient déserter l'armée selon certains décomptes. La 41e armée, par exemple, a enregistré près de 8 000 déserteurs, ce qui représenterait environ 50% de l'effectif initial. La Russie a cherché à renforcer le recrutement par des incitations financières de plus en plus désespérées. En 2024, les soldats de Moscou pouvaient toucher jusqu'à 60 et 1 million de roubles la première année, dont une prime de 19 millions et divers avantages. Environ 82 000 $ au taux de change de l'époque, soit près de 70% du revenu présidentiel officiel déclaré de Poutine. Dans les régions éloignées, les paiements mensuels dépassent 24 fois le salaire moyen russe et les primes de signature unique atteignent 22 fois le salaire minimum mensuel. Plus de 50 régions auraient augmenté les paiements pour les contrats militaires.
Ces primes en forte augmentation témoignent de la grave pénurie de troupes, car de telles incitations ne seraient en pas nécessaires si les rangs étaient remplis de recrues enthousiastes. Mais ces salaires plus élevés sont menacés par le budget. Le projet de budget russe, pour 2026, montre que les dépenses de défense passent de 135 000 milliards de roubles à 13 000 milliards de roubles. Première baisse depuis le début de la guerre, aggravée par une inflation russe de 8%, après un pic de 10% en mars. En réalité, ces chiffres de l'inflation sont biaisés et ne reflètent pas l'économie réelle. Ceci est confirmé par l'annonce de nouvelles mesures fiscales par Poutine en 2026, ce qui suggère qu'il tire encore plus d'argent du reste du budget pour l'armée. Mais cet argent est destiné aux soldats, prêts à rejoindre le combat. Ceux qui ont déjà accompli leur service sont lésés. La Russie diminue les indemnités des soldats blessés et de leurs familles pour économiser. Les paiements aux familles de soldats décédés et blessés passeront de 78 milliards de roubles en 2025 à 58 milliards de roubles. Le Fonds des défenseurs de la patrie, aidant les anciens combattants, verra son financement réduit de plus de moitié, passant de 347 milliards de roubles à 139 milliards de roubles, soit 172 millions de dollars. Réfléchissez à ce que cela signifie. La Russie paie plus d'hommes pour combattre, tout en réduisant ce qu'elle verse à ceux qui ont déjà combattu et qui sont tués ou blessés. Cette contradiction va encore nuire au moral et au recrutement. Cela crée une vulnérabilité que l'Ukraine peut exploiter. Alors que la Russie rencontre des difficultés économiques pour soutenir son armée, la dynamique ukrainienne pourrait obliger Moscou à choisir entre maintenir ses effectifs ou préserver sa stabilité économique. Mais les aspects économiques et industriels pâlent en comparaison de la géopolitique. Ce que démontre l'effondrement spectaculaire des pourparlers de paix prévus entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Il y a seulement 4 jours, la Maison-Blanche a annoncé qu'il n'y aurait aucun projet pour que le président Trump rencontre le président Poutine dans un avenir proche. C'est un coup dur pour la stratégie de Poutine. Après un appel téléphonique, le 16 octobre, Trump a annoncé une rencontre avec Poutine à Budapest pour discuter de la fin de la guerre. Moscou y a vu une occasion d'obtenir des conditions favorables. Un cessez-le-feu sur les lignes actuelles permettrait à la Russie de renforcer son contrôle sur les territoires occupés et de se présenter comme la partie raisonnable recherchant la paix. Mais les pourparlers se sont effondrés presque immédiatement après que le secrétaire d'État Marco Rubio et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ont tenu des discussions préliminaires. D'après plusieurs sources, Lavrov a affirmé que la Russie refusait un cessez-le-feu immédiat et a réitéré ses exigences strictes, dont plus de territoire, le non-alignement et des garanties accrues. La réponse de Trump était révélatrice. « Je ne veux pas avoir une réunion inutile, je ne veux pas perdre mon temps, donc je vais voir ce qui se passe. » C'est un changement important par rapport à la rhétorique antérieure de Trump, qui semblait pousser l'Ukraine à faire des concessions territoriales. C'est parce que Poutine aurait peut-être trop forcé. En restant inflexible sur les exigences territoriales et en décrivant la guerre de façon maximaliste, Poutine a convaincu Trump, ou ses conseillers, que Moscou ne souhaite pas vraiment négocier. Les dirigeants européens et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, ont publié une déclaration conjointe, soulignant que les tactiques dilatoires de la Russie ont montré à maintes reprises que l'Ukraine est la seule partie réellement engagée en faveur de la paix. Pour l'Ukraine, cela est d'une importance stratégique cruciale. La stratégie de Vladimir Poutine repose sur l'idée que le soutien occidental à l'Ukraine finira par faiblir. Obtenir un accord favorable avec Donald Trump et consolider ses acquis. L'échec du sommet de Budapest suggère que cette stratégie ne fonctionne pas. Chaque jour sans progrès diplomatique russe permet à l'Ukraine de renforcer sa position militaire et politique. Cela vient du fait que les seules vraies propositions de Donald Trump, hors l'accord sur les minéraux, sont de geler la guerre sur les lignes actuelles pour commencer les négociations. L'Ukraine ne peut accepter ces conditions vu la situation actuelle de la guerre. Un gel le long des lignes actuelles laisserait environ 20% du territoire ukrainien, y compris une grande partie de Donetsk, sous occupation russe. Cela récompenserait l'agression russe, donnerait à Moscou le temps de consolider son contrôle, de reconstruire ses forces et créerait un conflit gelé pouvant reprendre à tout moment. La Russie se sent prête pour une nouvelle offensive. Les dirigeants européens, avec Volodymyr Zelensky, ont rejeté cette position et ont publié une déclaration conjointe soulignant qu'ils restent attachés au principe selon lequel les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force. Mais le simple fait que Donald Trump propose ce cadre représente une menace stratégique pour les objectifs ukrainiens.
Voilà pourquoi l'Ukraine redouble d'efforts actuellement, même à l'approche de l'hiver. Chaque kilomètre repris et chaque unité russe affaiblie modifie les futures négociations. Si Donald Trump négocie un gel des lignes de front, l'Ukraine souhaite qu'elle soit encore placée le plus à l'est possible. Un calcul stratégique plus profond est aussi en jeu. En démontrant une capacité militaire continue et en montrant qu'ils peuvent non seulement tenir le territoire, mais aussi le reprendre activement, l'Ukraine envoie un signal à Donald Trump et aux autres dirigeants occidentaux, qu'un gel n'était ni nécessaire, ni inévitable. Plus l'Ukraine montre son élan, plus il est difficile de justifier la pression sur Kiev pour accepter des pertes territoriales permanentes. Volodymyr Zelensky a noté que Vladimir Poutine est revenu à la diplomatie et a appelé Donald Trump après que les États-Unis ont envisagé d'accroître leur aide militaire à l'Ukraine. Il a ensuite reporté les discussions, qui n'ont pas abouti. Cette analyse guide la stratégie ukrainienne. Maintenir la pression militaire pour négocier. Empêcher la Russie de se consolider ou de se reconstruire. Pousser. Affaiblir les capacités russes et imposer des coûts rendant la guerre intenable pour le Kremlin. Cependant, les vents politiques peuvent vite changer, et l'Ukraine le sait. En utilisant efficacement ses capacités pour obtenir des résultats au combat, l'Ukraine plaide pour un soutien continu. Plus l'Ukraine prouve qu'elle ne fait pas que survivre mais reprend l'avantage face à la Russie, plus il devient facile d'obtenir armes, munitions et financements pour progresser davantage. Les villages près de Pokrovsk ne font pas la une comme les grandes offensives, mais illustrent un changement dans la conduite de la guerre et son avenir proche. La Russie misait sur la baisse du soutien occidental et la chute de l'Ukraine, pensant que le temps l'avantageait. Mais la guerre d'usure fonctionne dans les deux sens, et de manière inattendue. Chaque mois où la guerre continue est un mois de plus pour l'Ukraine, afin de renforcer sa capacité de production nationale. Un mois de plus pour que l'économie russe se détériore sous l'effet des sanctions. Les pertes dépassent tout espoir raisonnable de compensation. Et si Moscou n'arrive pas à tenir les quelques villages qu'elle a capturés à un coût aussi terrible, elle n'a aucune chance de traverser l'ensemble du Donetsk ou de l'Ukraine tout entière. Bien sûr, la guerre n'est pas terminée, car la Russie contrôle toujours une partie importante du territoire ukrainien. Moscou dispose encore de ressources sur lesquelles s'appuyer et semble capable de poursuivre ses opérations, tout en créant des gros titres sur une croissance industrielle prometteuse. Mais la trajectoire devient de plus en plus problématique pour le Kremlin. Chaque victoire ukrainienne et chaque reprise de territoire envoient un signal supplémentaire à l'Occident qu'il vaut la peine d'amplifier la pression économique et géopolitique. Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus sur la stratégie en Ukraine, consultez nos vidéos sur les aspects militaires et économiques du conflit. Et abonnez-vous pour rester informé des développements quotidiens. Merci de nous avoir regardés.